Bien, nous poursuivons ces éléments sur la mécanique quantique élémentaire de première année, avec quelques conséquences, en particulier de les relations des incertitudes d'Heisenberg. Sur par exemple alors je voudrais insister sur ce qui va être fait maintenant. Tout ce qui est fait maintenant est en ordre de grandeur. Il ne faut pas essayer de s'encombrer éventuellement d'un facteur 2 ou d'une petite approximation mathématique qui serait faite, car le vrai formalisme est différent, d'accord. C'est un formalisme plus complexe à base de fonctions d'onde, éventuellement de matrices, d'opérateurs. Et donc, on va simplement prendre les équations qu'on connaît, et avec les petites notions qu'on a vues précédemment, on va essayer de trouver des éléments clés, mais on est plutôt sur des méthodes un petit peu heuristiques pour avoir quelques éléments de compréhension, mais on fera rien d'extrêmement précis cependant. Alors, on va considérer l'énergie de point 2.0, en fait, revient à montrer que un système quantique, même, ne peut pas vraiment être au repos. D'après la relation d'Heisenberg, en gros, si vous essayez de le localiser, il va forcément acquérir de l'énergie cinétique du fait que quand delta X va diminuer, delta P va augmenter. Voilà. Et donc, on peut voir ça sur l'exemple d'un oscillateur harmonique. Donc, j'aurais écrit l'énergie mécanique, j'aurais écrit l'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique, qui est donc 1/2 de m v carré sur x simplement, plus 1/2 de kx carré, d'accord, l'énergie cinétique et puis l'énergie potentielle élastique. Tout simplement, on pourrait écrire ça 1/2 de p carré sur m, d'accord, sachant que p c'est mv, et d'autre part, on va écrire ça 1/2 de m oméga 0 carré x carré, car on sait que pour un oscillateur harmonique, la pulsation propre au carré vaut la constante de raideur sur la masse du système. Alors, potentiellement, pour un oscillateur harmonique classique, vous pouvez bien sûr positionner, imaginons un oscillateur classique avec un système masse-ressort. Si vous positionnez la masse à la longueur au repos et sans vitesse initiale, eh bien vous aurez un allongement qui est nul et une vitesse qui est nulle, et le système n'a pas d'énergie, d'accord, il reste fixe tel qu'il est. Alors, en mécanique quantique, imaginons un système qui a typiquement une extension A, donc A serait l'extension caractéristique, donc considérant un système d'extension A, qui serait la taille caractéristique de cet oscillateur quantique sur laquelle il oscille, eh bien, dans ce cas-là, typiquement, l'énergie potentielle, alors tout ça c'est en ordre de grandeur, bien sûr, il faudrait faire une moyenne sur les positions, on pourrait calculer par exemple la moyenne de l'énergie potentielle, mais à un coefficient numérique près, l'énergie potentielle vaudra typiquement, voilà, peut-être corriger un petit peu, parce qu'il faudrait faire une moyenne peut-être de cette grandeur-là, pour des valeurs de x oscillant entre moins et a, par exemple, mais l'ordre de grandeur est celui-ci. En tout cas, c'est en m oméga 0 a carré. En fait, ce qui est discutable ici, c'est sûrement le coefficient qui est là. Et maintenant, si votre particule, elle est tenue, en fait, donc le fait que le système soit d'extension A, ça veut dire que vous allez avoir une indétermination, vous essayez de localiser votre particule sur une extension typique qui est de A, et ceci, bien, ça va entraîner que en ordre de grandeur, le delta P, il sera en H, enfin il sera supérieur ou égal à H bar sur A. D'accord, c'est toujours la même relation d'Heisenberg. Si vous essayez de localiser la particule en X, vous allez avoir la partie de mouvement cinétique, de quantité de mouvement qui va exploser. Et donc, en ordre de grandeur à nouveau, d'accord, l'énergie cinétique, ou son estimation, elle ne pourra pas vraiment, même si elle pourra pas vraiment être inférieure à une certaine valeur, parce que la quantité de mouvement, finalement, elle sera de cette valeur-là ou supérieure, et donc l'énergie cinétique, elle sera de cet ordre-là ou supérieure à une valeur qui serait en fait 1/2, donc de h bar carré sur m a carré. L'idée étant que si vous localisez la particule sur une extension caractéristique de taille A, l'énergie potentielle aura cette valeur-là, et en localisant,
vous allez créer de l'impulsion, et l'impulsion, typiquement, elle aura cette valeur ou plus. Donc l'énergie cinétique, elle aura cette valeur ou plus. Et maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de représenter ces deux fonctions. Donc en gros, vous avez une fonction, les deux fonctions sont représentées en dessous. Donc en fait, l'énergie cinétique, alors je vais te reprendre un petit peu celle-là, parce que elle sera en noir, et l'énergie cinétique sera en bleu pour la suite. Donc vous avez en fait en pointillé noir en fonction de A, donc vous tracez en fait l'énergie cinétique, l'énergie potentielle en fonction de A, et si vous augmentez la valeur de A, bien forcément le système ira plutôt plus loin, donc son énergie potentielle va augmenter, et vous avez cette courbe qui est ici en pointillé noir, d'accord, qui croît comme ceci, d'accord, conformément à une fonction quadratique en A. Et inversement, pour l'énergie cinétique, bien, si vous tentez de localiser la particule sur des valeurs de A petites, alors on voit que l'énergie cinétique, inversement, elle est en 1 sur A carré. Donc vous avez une courbe, bien sûr, qui est une fonction décroissante de A, et pour les petites valeurs de A, cette fonction-là croît. Et voilà, on voit bien vraiment cette idée du principe d'incertitude d'Heisenberg, qui vous dit que si vous tentez de diminuer l'énergie potentielle en localisant la particule, eh bien en fait vous allez augmenter son énergie cinétique du fait que la quantité de mouvement va globalement augmenter. Et en conséquence, maintenant si on s'intéresse à l'énergie mécanique, eh bien, qui serait en fait la somme de EC plus EP, eh bien il suffit de prendre les deux fonctions et de tracer le résultat en rouge. Encore une fois, bon, tout ça est fait en ordre de grandeur, parfois on confond un peu les incertitudes avec la grandeur elle-même, mais vous obtenez, si vous sommez le terme d'énergie cinétique et le terme d'énergie potentielle, vous obtenez la courbe en rouge. Et de façon assez évidente, vous voyez bien la forme des courbes, il apparaît assez évident que cette fonction-là, la somme des deux, donc elle tend vers l'infini quand A augmente, et elle tend vers 0 quand A tend vers 0. Donc on peut assez facilement calculer son dérivé. Donc après, ce qui resterait à faire, c'est de considérer l'énergie mécanique en tant que fonction de A, c'est-à-dire 1 demi de m oméga 0 a carré plus 1 demi de h bar carré sur m a carré. Et enfin, simplement, il suffit de chercher ce que vous faites, vous cherchez les E'(m) de A qui valent 0, et on trouve assez facilement que ça correspond à un minimum à min. Je vous laisse regarder le calcul, mais il n'y a rien d'extrêmement délicat, qui vaut racine de h bar sur m oméga 0. Et si vous reportez cette valeur-là, vous trouvez que l'énergie mécanique pour A min, qui sera l'énergie mécanique minimale, ça vaut h bar oméga 0. Quand on fait la somme des deux termes, en fait, chaque terme vaut pour 1,5 de h bar oméga 0, et vous avez ce résultat. Alors, ce résultat-là, qu'est-ce qu'il dit, ce résultat-là? Eh bien, ce résultat-là, il vous assure que même dans le cas d'énergie minimale, l'énergie minimale n'est pas nulle. Donc, en fait, toujours du fait de cette relation d'Heisenberg, le fait que quand vous essayez de localiser, le terme cinétique va augmenter, et donc nécessairement, votre système aura de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie de point zéro. Donc pour un système quantique, même si ça a été fait de façon assez grossière ici, je le reconnais, on montre en fait de façon générale que un système quantique possède toujours une énergie de point zéro, c'est-à-dire qu'il va même vibrer au zéro absolu, même si vous refroidissez, d'accord? Voilà, donc c'est pas une question, hein, c'est pas le fait que vibre du fait qu'il y a une température dans nulle. Même un système que vous refroidissez, même à température nulle, il continuera à vibrer, à avoir une excitation, d'accord, du fait de cette contrainte-là imposée par les relations d'Heisenberg. Voilà, c'est ce que j'ai indiqué ici, un système quantique vibre même au zéro absolu. Alors bien sûr, si on applique cette relation-là pour un système macroscopique, pour un système masse-ressort macroscopique, la réalité de cette grandeur-là, bon, c'est assez facile à voir, c'est-à-dire que si vous prenez un oscillateur classique, une fréquence typique en mécanique, ça serait de l'ordre du hertz, ou de quelques hertz, d'accord? Donc oméga 0 au plus sera de l'ordre de la dizaine, de la centaine si vous voulez, mais aussi oméga 0 est de l'ordre, disons, même allant de 10 puissance, en augmentant un peu, disons 10 puissance 2 radians par seconde, et vu que je vous rappelle qu'ici vous avez du 10-34 joules seconde, enfin, vous voyez bien que l'énergie minimale va être de l'ordre de 10-30 et quelques joules. Donc bien évidemment, cette énergie de vibration de point nul pour un système macroscopique ne fait bien sûr pas du tout sens. Bon, c'est différent si vous essayez de localiser un électron dans une boîte.
Donc voilà pour cette première idée, mais juste retenir, finalement le calcul est un peu grossier, mais vraiment retenir l'idée que, voilà, même pour un système quantique, même on a toujours une énergie minimale de vibration. Alors une deuxième notion, deuxième problème abordé, vous allez imaginer que vous mettez une particule dans une boîte. Alors, en fait, l'idée c'est comment on crée la boîte. En fait, on suppose une boîte avec des très grands murs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une énergie potentielle qui fait que la particule que vous allez positionner dans la boîte, d'accord, alors là je la fais comme une particule physique, mais en fait elle aura plutôt un caractère ondulatoire, elle ne peut pas sortir de la boîte, donc vous imposez des barrières. C'est un petit peu comme si vous êtes dans une sorte de prison qui n'a pas vraiment de toit, mais si les murs font 50 mètres de haut, vous ne pourrez jamais en sortir, donc que les murs fassent 50 mètres de haut ou soit infiniment haut, ça ne fait plus de différence. Donc on imagine qu'on a créé d'une façon ou d'une autre, avec peut-être des champs électriques, des champs magnétiques, on a fait en sorte que la particule ne puisse pas sortir d'une certaine boîte, et donc en fait on supposera que l'énergie potentielle est nulle au fond de la boîte, et qu'en dehors de la boîte, pour les valeurs de x inférieures à 0 ou supérieures à L, l'énergie potentielle est infinie, donc la probabilité de présence de la particule sera nulle en dehors de la boîte. Voilà pour l'idée. Et alors maintenant on va juste faire une analogie, donc on peut faire un calcul plus complexe, mais ce n'est pas réellement au programme, on va juste raisonner par analogie. Donc ce qu'on va dire par analogie, on va dire qu'on peut voir la particule, on peut faire une analogie, donc la particule quantique, on va la voir comme une onde, et on va supposer que, donc, puis on va voir que cette particule, elle est confinée, donc il y a des conditions limites. Donc la particule est confinée, vous avez des conditions aux limites, qui sont le fait que la fonction d'onde qui va décrire la particule, si on associe une fonction d'onde psi de x dans l'état stationnaire à la particule, donc on considère une fonction juste stationnaire, qui ne dépend pas du temps, donc on prend une fonction psi de x, et nécessairement on doit avoir que psi en 0, en x égale 0, plus, et psi en x égale L moins devra faire 0, tout simplement parce qu'on va supposer que la fonction psi est continue, et que nécessairement la fonction psi est nulle en dehors de l'ouvert 0L, parce qu'après l'énergie potentielle devient infinie, et donc la probabilité, je vous rappelle que le modulo carré de psi est lié à la probabilité de présence, et donc vu que la particule ne peut pas être présente en dehors de l'intérieur de la boîte, forcément que sa probabilité de sa fonction d'onde s'annule auparavant. Et en fait, maintenant, on peut faire une analogie avec une corde de Meld. Donc l'idée, c'est de faire une analogie avec une corde de Meld, et de dire, bien, si j'ai une onde qui est dans une boîte, et que j'impose des conditions aux limites qui sont l'annulation, ça, ce serait l'équivalent de dire que la corde est fixée aux extrémités. Alors j'ai appelé un grand L qui est un petit L, mais je pense que vous arriverez à suivre. Corde est fixée aux extrémités. Alors maintenant on revient à la corde de Meld. On sait que quand vous avez une corde de Meld, on va chercher les modes propres possibles de la corde de Meld, et on sait que les modes propres possibles de la corde de Meld, bien vous avez le mode fondamental, d'accord, où voilà, c'est la vibration, vous avez H continu, mais ça n'existe pas, c'est lorsque vous dessinez donc les modes propres avec les nœuds et les ventres, d'accord, ça c'est le mode fondamental, avec ensuite vous avez l'harmonique de rang 2, et ensuite l'harmonique de rang 3, bon, ça va être un peu mieux fait, mais je pense qu'on voit l'idée, donc 1, 2, 3, et on sait que de façon générale, pour une corde de Meld, là on voit bien, là je redessine la longueur L de la boîte, et pour cette longueur L de la boîte, eh bien on peut facilement trouver lambda. Là on voit bien que lambda va d'ici à là, donc on voit que dans ce cas-là, lambda vaut 2L, ensuite lambda 2 vaut L, lambda 3 vaudra en fait 2 tiers de L, et très généralement, mais c'est pas très dur à trouver, le lambda n, c'est 2L sur n, avec n appartenant à n étoiles. Et si vous avez les longueurs d'onde de l'onde, bien sûr c'est une onde de matière dans la boîte, alors dans ce cas-là, vous pouvez en déduire eh bien, la quantité de mouvement, parce que pour une particule, on avait vu dans un élément précédent que P c'est H, ce sera un P indice n, qui est H sur lambda n, et donc à une longueur d'onde lambda n, vous associez une quantité de mouvement qui vaut donc NH sur 2N.
Maintenant, je vous rappelle que l'énergie mécanique de la particule, c'est son énergie cinétique plus son énergie potentielle, mais vous êtes dans la boîte, on prend une énergie potentielle nulle au fond de la boîte, donc son énergie se limite à l'énergie cinétique et elle vaut 1,5 d'mv carré, ou si on préfère, p carré sur 2m. Et ainsi, il suffit juste de remplacer, donc je vais trouver que l'énergie énième, d'accord, donc attends, je dois mettre ça, ça c'est l'énergie mécanique, ça c'est l'énergie mécanique mais énième, c'est donc Pn carré sur 2m, et si je remplace par l'expression, ça me fait n carré, h carré, 4 au carré, 2 au carré fait 4 avec le 2, ça fait un 8, et ça fait ml carré, et sûrement quelque chose comme ceci. Alors, donc je pourrais écrire ici, d'accord, le E indice n, c'est du n carré, h carré, sur 8m L carré. Donc voilà pour l'idée, bon, pour encadrer ce résultat-là. Alors l'essentiel, bon, le détail du calcul, bon, ce n'est pas encore essentiel, les coefficients pourraient varier un petit peu, mais l'idée essentielle est là. L'idée essentielle, c'est que vous avez, bon, n appartenant, avec n qui appartient à une étoile, avec n appartenant à n étoiles, et donc vous voyez qu'en fait les niveaux d'énergie sont quantifiés. Donc vous voyez déjà que E1 est différent de 0 et que les énergies sont quantifiées. Alors ça c'est, on a vu ça hein, quand on a fait, c'est les modes propres en fait, hein, lorsqu'on a fait les ondes, on a vu que lorsque vous mettez une onde dans une boîte, et bien en fait les contraintes aux limites vont imposer certaines longueurs d'onde, un certain vecteur d'onde, et que vous n'aurez que certaines fréquences possibles. Et forcément, à ces certaines fréquences possibles vont être associées certaines énergies. C'est ce qui explique ici la quantification de l'énergie. Donc en fait, quand vous avez une particule dans une boîte, maintenant si on redécide les EN, on voit que les EN vont croître en n carré, donc éventuellement si je dessine ici l'énergie, je vais dessiner ici l'énergie, donc là par exemple j'aurai le E1, ensuite j'aurai le 3, alors les niveaux s'espacent, ça va pas être très bien fait ici, parce qu'il faudrait que j'espace beaucoup plus, parce que si ça c'est 1, attention que le 3 devrait être avec 9, et le 5 devrait être à 25, donc je fais ça un petit peu grossièrement, ça devrait être, l'espacement devrait être plus important, mais je ne peux pas me permettre d'écrire, il n'y aura plus grand chose si je fais ça beaucoup plus haut, mais enfin voilà l'idée, et là vous avez les niveaux d'énergie possibles, alors qu'ils ne sont pas comme dans une, enfin comme, on voit que les niveaux d'énergie vont être variés comme n carré, mais peu importe. Et l'idée que maintenant, c'est que, par exemple, si voilà, excusez-moi, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, donc il faut corriger. Ça, on va corriger. Excusez-moi, hop, on reprend. Ça, c'est 2, voilà. Et on a quand même tous les n possibles, hein, je suis parti. On a bien tous les n possibles. Et ça, c'est 3, voilà. Et là, c'est 3, d'accord. Donc, si on reprend, on a le 1, d'accord. Ensuite, le 2 qui fera 4 fois plus haut, et le 3 qui fait 9 fois plus haut que le 1. Voilà. Et maintenant, si vous positionnez, par exemple, si la particule est initialement à ce niveau d'énergie, d'accord, dans ce mode-là, donc elle serait spatialement la fonction d'onde, en fait, c'est ces fonctions-là qui sont représentées, et si la particule est, par exemple, sur ce niveau d'énergie, eh bien, elle peut retomber dans le fondamental en émettant un photon d'énergie h nu, et l'énergie du photon qui sera émise, ce sera forcément E2 moins E1. Donc ensuite, on peut, dans cette boîte-là, on peut s'en servir donc pour avoir des systèmes qui peuvent émettre différents niveaux d'énergie pour émettre, par exemple, des photons d'énergie particulière, ou absorber inversement des énergies particulières. Alors bien sûr, pareil, si on revient au cas classique, si on se remène au cas classique, eh bien en fait, on verrait que les différents niveaux d'énergie sont extrêmement faibles par rapport aux énergies habituelles macroscopiques, et donc en fait cet aspect discret, on verrait en fait les énergies sont tellement rapprochées qu'on verrait en fait un quasi-continuum. Donc c'est pour ça que ce phénomène-là n'est pas visible dans les aspects macroscopiques. Voilà. Bon, ces deux petites applications, donc celle-là est quand même assez intéressante, la deuxième elle peut être proposée, donc l'idée essentielle c'est de faire une analogie avec la corde de Mel, mais bon avec les connaissances de SP, normalement ça ne pose pas de problème. Donc, trouver les longueurs d'onde d'une corde de Mel, retrouver la longueur d'onde au fonction de L sur N, se rappeler la relation d'accord de P égale H sur lambda, et donc en déduire Pn, et ensuite l'énergie cinétique. Voilà, donc ça c'est assez faisable quand même, voilà, ça peut être une bonne chose à savoir, ça permet rapidement de retrouver le résultat. On peut aussi faire des calculs si on vous donne l'équation qui pilote la fonction d'onde, mais normalement ce qui est au programme c'est plutôt ça. Je dirais que c'est peut-être la chose la plus importante à retenir
pour vous éventuellement dans le cadre du programme. Et cette première partie, bon, c'est un calcul plutôt en ordre de grandeur, mais qui permettait de confirmer un petit peu l'idée de la relation d'Eisenberg. Voilà, je vous remercie.